Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous. Très heureux pour vous retrouver, de vous retrouver pardon, pour ce lundi 12 novembre 2018. Aujourd'hui, rien de spécial de prévu d'un point de vue macroéconomique. Donc ça va se jouer beaucoup à l'analyse technique et bien évidemment aux annonces qui seront faites de façon inattendue s'il y en a. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'avertissement gaz sur risque. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, briefing de l'actualité, ça se joue beaucoup autour de l'Europe puisque vous voyez les grands titres, Brexit, Italie, zone euro et le pétrole. Alors, au niveau du Brexit, on a le Sunday Times qui a rapporté ce week-end que 4 ministres favorables à un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne pourraient remettre leur démission après le départ vendredi du secrétaire au transport Joe Johnson. Ça ferait de 5 démissions en l'espace de quelques jours. On a par ailleurs Theresa May qui a reporté une réunion gouvernementale à demain au lieu d'aujourd'hui. Michel Barnier qui doit présenter ce lundi l'avancée des pourparlers avec le Royaume-Uni aux autres États membres de l'UE et la Première ministre qui n'aurait pas de majorité parlementaire sur un éventuel accord sur le Brexit avec l'Union européenne, d'après une de ses anciennes ministres qui s'est exprimée ce matin sur la BBC. Et donc voilà, le GBP est en forte baisse ce matin. D'ailleurs, on va voir le GBP qui me semble très intéressant. Au niveau de l'Italie, selon la presse italienne, le ministre italien de l'économie Giovanni Tria envisagerait de réviser les prévisions de croissance à la baisse afin de parvenir à un accord avec la Commission européenne. Donc, selon les médias italiens, concrètement, la prévision de croissance qui était auparavant de 1,6% de ce nouveau gouvernement, eh bien, serait entre 1 et 1,2%. Voilà, ça dépend les médias. Il y en a qui disent 1%, d'autres qui disent 1,2%. Mais voilà, concrètement, une révision à la baisse des prévisions de croissance, ça pourrait permettre, ça serait une avancée finalement dans ce nouveau budget, puisque si on a une prévision de croissance qui baisse, on a un ratio dette déficit PIB qui augmente et le gouvernement italien qui devrait voilà changer pour entrer dans les clous de Bruxelles. Au niveau de la zone euro, la croissance des entreprises a chuté en octobre à un creux de plus de 2 ans. Nous avons la Commission européenne qui a indiqué s'attendre à un ralentissement de la croissance de la zone euro dans les prochaines années. Et dans une interview au quotidien allemand, Bruno Le Maire réclame que l'Allemagne et la France parviennent rapidement à un compromis sur l'union bancaire et des marchés de capitaux, indispensable selon lui pour protéger la zone euro contre des futures crises. Donc, au terme de chiffres macroéconomiques, c'est pas vraiment bon en zone euro, hein, ça déçoit globalement. Euh, ça déçoit et voilà. Par contre, le cycle aux États-Unis est clairement amorcé. On a un indice de confiance du Michigan qui a surpris positivement vendredi. On a la Fed qui reste intransigeante face aux valorisations boursières extrêmement importantes, face à la volatilité sur les émergents. Donc voilà, on a une Fed finalement qui rassure un petit peu les investisseurs et c'est pour ça que le DXY la semaine dernière a clôturé un nouveau plus haut annuel. Et au niveau du pétrole, l'Arabie Saoudite qui a annoncé dimanche une baisse de production de 0,5 millions de barils par jour à partir de décembre en raison des craintes de surabondance de l'offre. La Russie qui s'est engagée quant à elle à s'aligner sur tout nouvel accord permettant de limiter la production. Donc on a le pétrole qui, bien évidemment, rebondit ce matin. Au niveau des sciences américaines et asiatiques, donc on a eu une baisse à Wall Street vendredi. Ce matin, c'est mitigé, enfin en Asie. Par contre, en Europe, on est plutôt dans le vert. Le DXY hier, vendredi plutôt, qui a clôturé en hausse à 0,48%. On voit que les techs ont clairement sous-performé. Nasdaq 100 moins 1,67%, ainsi que les small caps, puisque le Russell 2000 a perdu 1,82. Ce matin, nous avons le 10 ans qui perd 4 points de base depuis vendredi, le yen qui est à l'équilibre, le gold également, le Nikkei qui est en hausse, mais les marchés émergents qui sont dans le rouge. Bon, au niveau du calendrier économique, vous pouvez voir qu'il n'y a rien de prévu aujourd'hui. Donc voilà, ça devrait être une journée de transition finalement avant l'indice allemand qui est attendu demain. Au niveau du Forex, vous voyez que le GBP et l'euro sont les deux devises les plus baissières ce matin. Voilà, le dollar est acheté. Forcément, les deux devises qui sont les plus impactées, c'est l'euro et le GBP, puisque c'est les deux devises. Enfin, alors c'est l'euro, c'est la première devise la plus importante dans le DXY. Le GBP, c'est la troisième. La deuxième, c'est le yen. Et donc voilà, donc GBP qui est vendu à cause de ces incertitudes sur le Brexit, l'euro également à cause de ces incertitudes en Italie, et donc forcément le dollar. Face à cela, on a une Fed qui reste, comment dire, loyale à ses
à ses engagements en termes, enfin, à son cycle de hausse des taux plutôt. On a des chiffres macro qui sont toujours très bons aux États-Unis, donc forcément le marché achète du dollar et l'euro s'enfonce. Vous pouvez voir, il est un plus bas de 1 an, mais bon, on va voir ça dans un petit instant. On va passer déjà aux indices. L'Eurostoxx, alors déjà le S&P, pardon, en hebdo. Vous voyez qu'on a eu une hausse, la semaine dernière. Ça s'est décomposé en deux parties. Jusqu'à mercredi, on a eu une belle hausse. Et ensuite, jeudi, vendredi, on a eu une correction. Voilà. Une correction d'à peu près 50%. Est-ce que ça, on a de quoi s'inquiéter? La réponse, c'est non, hein. Parce que vous voyez, c'est globalement normal. Le S&P est venu atteindre cette résistance. Cette résistance qui correspond à 61% de retracement de la baisse d'octobre, mais également à ce sommet technique du 17 octobre. Donc c'est normal qu'on a une prise de bénéfice. Comme je vous l'ai dit, les V-bottom, c'est assez rare sur les indices, donc il faut s'attendre à un momentum qui ralentit de plus en plus. Donc je ne serais pas surpris si le S&P, vous voyez, revient d'ici les prochaines séances, d'ici 2732, 2700. Vous voyez, dans cette zone de 30 points, ça me semble clairement possible. Au niveau du Nasdaq, c'est en tout cas ce qui semblerait être en train de faire. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je vous expliquais, c'est plus on va s'éloigner de ce moment de volatilité et plus ça va prendre du temps pour qu'on revienne au sommet. Voilà, faut pas s'attendre à un V-bottom, c'est-à-dire faut pas s'attendre à ce qu'on vienne aussi rapidement aux anciens sommets qu'on les a quittés. Donc on les a quittés en un mois, on va pas revenir au sommet en un mois. Ça va prendre un peu plus de temps. Voilà, donc Nasdaq, faut s'attendre, comme tous les autres indices, faut s'attendre à quelques prises de bénéfices à court terme. D'ailleurs, on voit le Nasdaq c'est quand même bien replié la semaine dernière. Le support majeur du Nasdaq, c'est autour des 7000 points. 7000 points, c'est un support à court terme important. Sur ce 4 heures, vous voyez qu'on là, on est revenu sur le gap de mardi-mercredi. C'est ce gros gap qu'il faudra surveiller, le gap des 7000 points. 7000, même un petit peu plus bas, vous voyez, 6950. Au niveau de l'Eurostoxx 50, on a une semaine plutôt neutre puisque le chandelier hebdomadaire, c'est presque un doji, alors en très légère hausse, mais on va dire que c'est un doji. Vous voyez qu'en 4 ans, on était revenu proche de ces sommets également, 3280, qui était le sommet du 17 octobre. Vous pouvez constater que cette résistance du 17 octobre, elle tient toujours, à part le Dow Jones qui évolue au-dessus de celle-ci, mais sinon sur tous les autres indices, les 2719 le sommet du 7 octobre, c'est la résistance à court terme. Et le support à court terme, c'est le plus bas du 12-15 octobre sur tous les indices majeurs. Voilà, donc concrètement, le scénario en swing trading, c'est que si on a un retour à 3168, ça pourrait être un prix d'entrée intéressant pour passer à l'achat. En tout cas, on a un RSI 4 heures qui est au-dessus de 50. En journalier, on est en train, vous voyez, on flirte avec concrètement. Donc voilà, on s'approche potentiellement d'un bull market. En tout cas, au niveau des bandes de Keltner, on a eu un signal haussier mercredi. Et c'est normal que, généralement, vous constaterez que dès qu'on a le breakout des bandes de Keltner, on a ensuite un pullback à la moyenne mobile. La moyenne mobile qui, vous pouvez voir, c'est les tirés. Alors, je vais la mettre un petit peu plus, voilà, un peu plus visible. Je vais la mettre donc voilà, en doré. Donc, vous pouvez voir que dès qu'on a un breakout, on a peu de temps après le pullback. Ouais, le breakout, le pullback. Donc voilà, c'est pas surprenant qu'on ait un pullback dès maintenant. Ça se fait assez régulièrement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'on va passer sous cette moyenne mobile qui est à 10 périodes, il me semble. Oui, 10 périodes, bande de Keltner. Si on passe sous la moyenne mobile à 10 périodes, dans ce cas, ça serait plutôt un signal négatif. Mais tant qu'on se situe au-dessus de cette moyenne mobile à 10 séances, il n'y a pas de raison d'être inquiet, j'ai envie de dire, sur la tendance. Si on passe en dessous, c'est objectif baissier jusqu'à 3168. Tant qu'on est au-dessus, on peut envisager un retour à 3281. CAC, c'est le même topo. Vous pouvez voir qu'on a eu le breakout donc mardi, on a eu le signal haussier mardi. On est revenu à cette moyenne mobile et depuis le cours rebondit. Donc il rebondit ce matin. On a un RSI qui flirte avec 50. Si on a une clôture au-dessus de 50, ça sera un signal bullish en direction des 5206. Et au niveau du DAX, pareil, le signal haussier mercredi. Donc vous voyez, ça se joue entre mardi et mercredi, hein, le signal d'après les bandes de Keltner.
le pullback sur la moyenne mobile et là on a le rebond. Donc la résistance c'est 11 851 et le support c'est celui-ci. Vous voyez, c'est le plus bas, c'est 11 400. 11 400 qui a été testé vendredi. Donc 11 400, c'est un support qui se paye en direction des 11 851. Comme vous savez, le S&P, c'est un petit peu le baromètre des marchés actions. Tant que le S&P sera haussier, on peut s'attendre à une hausse de l'Europe. On va pas avoir forcément une surperformance. C'est même assez rare dans ce contexte où on a le Brexit et le budget italien. Mais voilà, le S&P, c'est le baromètre. C'est-à-dire que si le S&P est baissier, il y a de fortes chances que l'Europe soit baissier. Et si le S&P est haussier, il y a des chances, je ne dirais pas des fortes chances, parce qu'on est dans un contexte, encore une fois, politique assez, assez délicat en Europe, pas non plus très très inquiétant, mais voilà, c'est pas non plus un environnement qui permet une confiance des investisseurs. Mais voilà, si on a le S&P haussier, on a des chances, on a des raisons en tout cas de s'attendre à une hausse de l'Europe. Mais sans le S&P, sans une hausse du S&P, c'est peu probable qu'on ait une hausse de l'Europe. Voilà. Donc S&P, tant qu'il est boule, eh bien, tant qu'il rebondit, je dirais qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet sur l'Europe. Alors bonjour à tous, bonjour Raymond, Philippe, Ronald, bonjour, Edgy que je salue également, Frédéric, bonjour à tous. Alors j'ai donc déjà une question, alors que je vais la lire. Bonjour, j'ai l'impression que le dernier rebond n'a pas été suivi au niveau des volumes. Est-ce que vous avez la même chose? Est-ce un signe pour voir un CAC à 4850 court terme? Alors, ça dépend quel volume vous faites référence. Si on fait référence au volume de chez IG, alors c'est pas les volumes des futurs. Donc voilà, c'est des volumes chez IG. Hein. Et donc si on prend les volumes, le rebond en journalier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une moyenne mobile. Souvent, on met une moyenne mobile. Oula. Moyenne mobile à 20 périodes, ça fait un mois. Donc vous voyez qu'on est en dessous. C'est vrai qu'on a des volumes qui sont, enfin on a une hausse du prix qui n'est pas accompagnée par les volumes. Bon maintenant, est-ce que c'est extrêmement inquiétant? La réponse c'est non. Regardez par exemple, là on avait un rebond, on avait une baisse des volumes. Donc oui, dans le cadre, enfin dans un contexte où on est baissier, où on est dans une tendance baissière, pardon, sur du moyen long terme. C'est vrai que quand on est dans une tendance baissière, normalement, un rebond n'est pas accompagné, un rebond du prix n'est pas accompagné par un rebond des volumes. Dans une tendance baissière, les rebonds des prix ne sont pas accompagnés par les volumes, mais c'est plutôt la baisse qui est accompagnée dans les volumes. Il faut savoir que les volumes, ça permet d'un petit peu illustrer la santé d'une tendance. Dès qu'on a une tendance, on veut avoir des volumes qui s'étendent. Et dès qu'on a une baisse des volumes, c'est qu'on arrive probablement en fin de tendance. Voilà donc, et faut que les volumes suivent la tendance. C'est-à-dire que dès qu'on a une baisse, dès qu'on a un mouvement, là on est dans une tendance baissière, donc dès qu'on a un mouvement baissier, on doit avoir une expansion des volumes. Et dès qu'on a un rebond, les rebonds ne doivent pas être soutenus par des volumes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer les rebonds, parce que les volumes, c'est pas un indicateur de court terme. Enfin, c'est-à-dire l'information qui va nous être donnée par les volumes n'est pas une indication pour faire du day trading ou du swing trading. Ça va plutôt être sur du moyen terme. Donc, vous voyez ici, vous voyez cette hausse. Si vous regardez les volumes, ils n'ont pas progressé et pourtant, on a une hausse de l'Eurostoxx de, vous voyez, 10%. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas une hausse des volumes qu'on va forcément ne pas avoir de rebond. Voilà, donc on peut s'attendre à un rebond même si on n'a pas une hausse des volumes. Là où par contre il faudra surveiller les volumes, c'est si on a un breakout haussier, si on a par exemple un retour au-dessus de la moyenne mobile, si on a une sortie par le haut de ce canal baissier. Dans ce cas-là, on veut voir une hausse des volumes. Dès qu'on a un breakout majeur, on veut voir des volumes. C'est là où c'est le plus important. Voilà, donc Eurostock 50, marché européen, globalement, journée qui va être peu volatile aujourd'hui, puisqu'on l'a vu sur le calendrier économique, c'est bon, on a aucun rendez-vous concrètement sur le plan macro, politiquement également, donc ça va être une journée de transition. Donc ça va être plutôt du range
Si vous tradez avec les points pivots, cherchez le R1 ou le S1, ça sera clairement, je pense, suffisant. On va pas s'attendre à un retour au S2 ou au S3. Ça me semble trop lointain. Ça me semble, on est dans un contexte aujourd'hui en intraday, ça me semble enfin, c'est trop peu volatile pour qu'on aille chercher des résistances ou des supports comme le S2 ou le R2 ou le S3 ou le R3 des points pivots. Donc voilà, faut se contenir, je pense, au R1 et au S1. Alors, aujourd'hui, c'est une journée fériée aux US, Veterans Day Observance. Alors, est-ce que les bourses sont concernées par cette journée? Alors, il ne me semble pas. Il me semble pas. Alors, je vais vous dire cela. Je vais vous dire cela tout de suite. Tac, tac. Non, donc ce n'est pas férié. Enfin, ce n'est pas. On a la bourse on a le NYSE, le Nasdaq. Voilà, on a les marchés américains qui cotent aujourd'hui. Les traders de Wall Street seront présents. Voilà, donc c'est un jour, oui, férié, mais euh, mais euh, mais les marchés américains seront toujours là. Enfin, coteront aujourd'hui. Des volumes avec un breakout baissier vu qu'on est en tendance moyen terme baissière, exactement. Voilà, donc les volumes, on veut les avoir lorsqu'on a des impulsions dans le sens de la tendance. Si on est dans une tendance baissière et qu'on a une nouvelle impulsion baissière, on veut avoir une hausse des volumes. Si on a une hausse du volume dans un rebond d'une tendance baissière, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe pour la tendance baissière. Les volumes doivent accompagner les mouvements dans la direction de la tendance. Si on a une tendance baissière, on veut des volumes qui augmentent lorsqu'on a des mouvements baissiers du prix. Dès qu'on a une tendance haussière, on veut avoir une hausse des volumes lorsqu'on a des mouvements haussiers du prix. Voilà, donc marché européen, globalement, ça va être assez neutre aujourd'hui. R1, S1, je rappelle, ça va être la résistance et le support pour globalement les indices aujourd'hui. On va passer sur les commodities puisque voilà, le Brent est assez volatile. Enfin, il rebondit ce matin. Vous voyez, on a un gap haussier. Non, pardon, on n'a pas de gap haussier. Attendez, je regarde. Prix de clôture, si on a un gap haussier, pardon. Gap haussier. Prix de clôture ici, prix d'ouverture. Gap haussier. Maintenant, est-ce que il faut payer les indices, le pétrole? Alors techniquement, vous voyez que là, en journalier, la tendance est clairement baissière. Sur le brut, c'est baissier. On est en dessous de la moyenne mobile à 20, en dessous de la moyenne mobile à 10. Moyenne mobile à 10, bande de Kellner. Moyenne mobile à 20, bande du milieu des bandes de Bollinger. Enfin, moyenne du milieu des bandes de Bollinger. Voilà, donc on est toujours dans un momentum clairement baissier. On a un gap haussier parce qu'on a une annonce de l'Arabie Saoudite sur un gel de la production, mais pour le moment, rien nous indiquant qu'il faut payer ce matin le brut. Vous voyez qu'à long terme, on est dans un canal haussier et on s'approche clairement en bas de ce canal. Donc, on va dire en termes de timing, on arrive probablement à un niveau de prix qui va commencer à nous intéresser, mais rien ne nous dit qu'on a fait le point bas. On peut encore perdre, enfin, ce baril peut encore perdre 4, 5 dollars. Et pour le Brent, vous voyez qu'on a une clôture sous 70 dollars, c'est un signal plutôt négatif. Vous voyez, breakout hebdomadaire, hein, sous 70 dollars. Si on a une, deux, trois séances en dessous de 70 dollars, ça renforcera le signal baissier. Alors oui, on a un rebond du prix ce matin, mais encore une fois, avec nos indicateurs ou nos oscillateurs, on n'a rien qui nous indique qu'il faut passer à l'achat. Ni sur le daily, ni sur le 4 heures, parce que dans le 4 heures, on est toujours dans ce canal baissier. Donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, tant qu'on est dans ce canal baissier, pour moi, la tendance à court et moyen terme reste baissière. Voilà. Donc, je n'anticipe pas de rebond du pétrole tant qu'on reste dans ce canal baissier du Brent. Si on sort par le haut, dans ce cas-là, pourquoi pas passer à l'achat. Ce que j'aimerais voir, c'est que voilà, en journalier ou en 4 heures, on ait une clôture au-dessus de la banque de Keltner, comme ce fut le cas, vous voyez, le 22 août. 22 août, clôture au-dessus, hop, signal haussier. Voilà, donc ça c'est un signal, on va dire parfait. Alors bien évidemment, on a des faux signaux, ça arrive sur tous les indicateurs. Vous voyez par exemple ici, ça c'est un signal également qui est intéressant. On a une clôture au-dessus de la bande de Keltner, même pas. C'est ici, pardon. Là, c'est au-dessus de la bande de Bollinger. Donc, bande de Keltner, clôture au-dessus.
signal bullish. Et ensuite, le lendemain, donc ici, clôture au-dessus de la bande de Keltner, le lendemain au-dessus de la bande de Bollinger, c'est deux signaux positifs en 2 jours. Donc c'est plutôt bon. Voilà, donc moi, tant qu'on passe pas au-dessus de la bande de Keltner en 4 heures pour les swing traders et en daily pour les traders plutôt de moyen terme, eh bien je resterai plutôt à l'écart des cours de pétrole. Et en fait, même et si on a une clôture comme si on a quelque chose comme cela, c'est-à-dire une réintégration puis une nouvelle clôture en dessous de la bande de Keltner, ça sera un nouveau signal baissier dans le sens de la tendance. Vous voyez, ici également, on a la clôture, le pullback, la nouvelle clôture. Clôture, clôture. Vous voyez, hop. Donc ça, c'est ce que voilà. La bande de Keltner concrètement nous donnera un nouveau signal, soit à la vente, ou soit nous donnera un signal de rebond s'il clôture au-dessus de la bande de Keltner. Mais pour le moment, la question ne se pose pas. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour anticiper un rebond. Voilà. Et donc au niveau des paires majeures, bon, le DXY c'est boule, hein. Regardez ce matin, plus 0,55% ce matin, un plus haut depuis juin 2017 pour le DXY. Donc voilà, le DXY c'est bullish. C'est bullish. On revient près de la borne haute de ce canal ascendant. Donc qui dit borne haute dit phase potentiellement d'excès du momentum. Donc en tout cas, il faut pas rentrer à l'achat maintenant, puisque c'est pas un bon prix d'achat. Faut s'intéresser aux positions acheteuses dès qu'on est, on va dire, dans la moitié basse de ce canal. Donc la moitié basse, ça peut se tracer manuellement. Vous voyez, on a un support, on a la parallèle, et vous voyez la borne basse. Bon, si on doit le tracer manuellement, vous voyez, c'est à peu près ici. Donc quand on est au-dessus, on a un prix qui n'est pas suffisamment intéressant, enfin oui, qui est pas intéressant pour passer à l'achat. C'est ce qu'on peut considérer. Ou alors on suit aux bandes de Keltner ou aux bandes de Bollinger pour passer à l'achat, comme ce fut le cas, vous voyez, jeudi. Là, on a eu, même jour, bande au-dessus de la, clôture au-dessus de la bande de Keltner et de Bollinger. Donc là, on avait un signal positif. Donc voilà, DXY c'est boule, en tout cas en intraday. Donc l'euro devrait s'enfoncer. Enfin, l'euro s'enfonce même. Prochain support majeur, c'est les 1,1150. On voit que l'euro a réintégré ce canal baissier. Il a réintégré ce canal baissier. Donc voilà, tant qu'on est dans ce canal baissier, on repasse dans une tendance qui est baissière. Dans une tendance qui est baissière, et donc faut s'attendre à davantage de baisse. Vous voyez qu'encore une fois, la bande de Keltner ici avait donné un signal baissier assez intéressant, puisqu'il avait clôturé en dessous de la bande de Keltner et en dessous de la bande de Bollinger le même jour. Pareil, lundi à 5 heures du matin. Donc là, c'est heure de Londres, puisque chez IG, les actifs cotent à l'heure de Londres. Hein, c'est un broker britannique, donc forcément, c'est à l'heure de Londres. Donc là, on a la clôture à 5 heures, donc à 6 heures française, en dessous de la bande de Keltner inférieure et en dessous de la bande inférieure de Bollinger. Donc, deux signaux bullish lors du même chandelier. Concrètement, c'est baissier. Hein. C'est perspective baissière. Et bon, par contre, là, le hic, c'est qu'on est déjà au S3 journalier. Donc voilà, faut faire preuve de prudence. Pourquoi pas payer le pullback? Si on a un pullback au S2 journalier, voire à un 13 qui était l'ancien plus bas, on l'aura. Hein, le pullback à un 13, c'est fort probable qu'on ait un pullback à l'ancien plus bas, pardon. Donc on avait un plus bas de 52 semaines qui avait été atteint le 15 août. On a eu le rebond dessus fin octobre. On a le breakout la semaine dernière et ce matin plutôt. C'est une question de séance pour qu'on ait le rebond après, enfin oui, le pullback avant une nouvelle baisse. Donc le pullback se fera probablement pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Il suffit, vous voyez, d'un indice ou un bon indice ou demain pour qu'on ait le pullback et qu'ensuite on ait une reprise de la baisse. Puisque dans le fond, tant qu'on n'a pas d'accord sur le budget italien, on aura un euro qui restera sous pression. Voilà, et ce que je voulais voir, c'est les pivots en hebdomadaire. Donc les pivots hebdomadaires, ça va être utile pour les swing traders. Les pivots journaliers, bien ça va être utile pour les day traders ou pour les scalpers même, parce que c'est des niveaux à surveiller. Mais pour les swing traders, concrètement, le pivot et les pivots hebdomadaires vont être intéressants. Donc là, on est déjà au S1 hebdomadaire. Le S2, c'est le prochain support
on va dire intermédiaire pour la semaine, ça va être 1,12. Donc 1,12 prochain niveau de support pour l'euro-dollar. GBP-USD pareil. Bon, GBP, vous savez que ça devient de plus en plus volatile à l'approche du Brexit. Je rappelle, il y a plus que 4 mois à peu près, un peu plus de 4 mois, 5 mois pardon, pour un accord sur le Brexit. Le sommet spécial qui avait été énuméré il y a de cela un mois et demi par les Européens, s'il y avait une avancée dans les négociations, eh bien, pourrait ne pas être organisé puisque ce sommet devrait avoir lieu donc fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc, a priori, on a Michel Barnier qui va s'exprimer aujourd'hui pour donner l'état, pour faire un compte rendu de l'avancée des négociations. Donc, il va faire ce compte rendu devant les chefs d'État européens. S'il n'y a pas d'avancée, il n'y aura pas de sommet spécial de novembre. Ce qui veut dire que le prochain sommet européen, prochain conseil, ça sera en décembre, le 13 décembre. C'est-à-dire que d'ici le 13 décembre, on pourrait ne pas avoir d'accord qui serait conclu entre Européens et Britanniques. Donc GBP, ça devient de plus en plus volatile, forcément. Les signaux baissiers, bon, encore une fois, bande de Kellner, bande de Bollinger. Là, techniquement, c'est retour au plus bas. On a un index Y qui est payé. On a un dollar qui est payé parce qu'on a une Fed qui est intransigeante sur son cycle de hausse des taux et des chiffres macro qui sont encore très bons. Et à l'inverse, en Europe, que ce soit au Royaume-Uni ou en zone euro, on a des chiffres macro qui patinent et on a une situation politique assez, je dirais pas instable, mais délicate. Vous voyez. Donc, concrètement, GBP, retour, voilà, au plus bas. GBP-USD, retour au plus bas, 1,27. Ce qui m'intéresse, c'est l'euro GBP. L'euro GBP, ça devient assez, voilà, une paire volatile. Ça a beaucoup rangé l'année dernière, mais là, entre le budget italien et l'approche du Brexit, chaque semaine, l'euro GBP, c'est clairement différent. Et là, vous voyez, regardez, les importants corps des chandeliers. Corps extrêmement baissier. Hein. On avait une pression vendeuse extrêmement importante. Et là, on a les corps des chandeliers qui s'aplatissent, perdent de momentum. Les mèches qui sont de plus en plus importantes. Dès que vous voyez des mèches de plus en plus importantes, ça montre une perte de momentum. Donc, les mèches qui sont de plus en plus importantes par rapport à la taille des corps des chandeliers, on a une divergence qui se forme, puisque vous voyez ici plus bas, creux, 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 et en même temps creux, creux, creux. Donc, creux sur le prix de plus en plus bas, RSI de plus en plus haut. On a donc une divergence. Le RSI qui clôture au-dessus de 50. Si on met la MACD, elle est assez fantastique sur le RHBP. Là, regardez, pour cette fois-ci, parce que regardez, là, on a quelque chose d'extrêmement joli. Hein. Enfin, joli, je veux dire assez propre, c'est-à-dire un beau bottom, un rebond. Donc voilà, on a des signaux, globalement MACD qui passe en territoire positif, RSI qui est au-dessus de 50, le prix qui est au-dessus de la bande de Keltner vendredi. Là, concrètement, EuroGBP, pour moi, c'est boule. Et on peut s'attendre à une correction de 50% de cette tendance baissière. 38, 50. Donc 0,87, 86, puis 0,88, 15 seront les prochaines résistances. Alors, j'ai une question de Julien. Que doit-on faire suite à ce rebond sur le Brent? Alors, pour le moment, le rebond du Brent, c'est trop tôt pour le payer. C'est-à-dire que ça peut être un rebond qui peut durer un jour et on peut repartir à la baisse dès cet après-midi ou dès demain. Donc, que doit-on faire de ce rebond? Pour le moment, rien. Puisque certes, on a un rebond, mais d'un point de vue des signaux, on n'a pas de signaux bullish. Enfin, moi en tout cas, j'en vois pas, qui sont convaincants. Sur du journalier ou du 4 heures, bien évidemment, si on se met sur du 15 minutes ou du 30 minutes, ça peut changer, même peut-être sur du horaire. Mais je vous parle là en 4 heures et en journalier, on n'a pas de signaux bullish convaincants. Et on n'a pas de nouveau signal baissier. Donc, on attend simplement, ça devrait être une question de séance, c'est-à-dire que, on va dire demain, voire après-demain, on devrait avoir des nouveaux signaux, soit des nouveaux signaux baissiers, soit des nouveaux signaux bullish. Mais on devrait en avoir. Donc, pour le moment, ce lundi matin, ma réponse est que doit-on faire suite à ce rebond du Brent? Eh bien, je vous réponds rien du tout. Faut rester vigilant, faut regarder. Voilà, faut observer et il faut attendre les signaux techniques.
Donc Barry qui nous dit hier, plusieurs pays dont l'Arabie Saoudite ont annoncé qu'ils allaient baisser leur production. Est-ce que ça devrait avoir un impact pour faire remonter le pétrole? Alors oui, comme je vous l'ai dit, donc on a l'Arabie Saoudite qui a annoncé une baisse enfin un gel entre guillemets de 0,5 millions de barils par jour à partir de décembre, ce qui n'était pas prévu par le marché. Donc forcément, ça a un impact positif. Maintenant, est-ce qu'il faut payer les cours de pétrole suite à cette annonce? Encore une fois, ma réponse c'est non pour le moment. Techniquement, je ne vois pas de signaux bullish qui sont convaincants sur du 4 heures ou du journalier. Voilà. Maintenant, oui, fondamentalement, cette annonce est positive pour les cours de pétrole. Mais dans le même temps, on a des sanctions financières contre l'Iran qui étaient, il y a encore quelques semaines, c'était globalement, voilà, zéro pays, enfin, c'était sanctions financières contre les entreprises et pays qui importaient du pétrole brut iranien. Mais lundi de la semaine dernière, nous avons Washington qui annonce 8 pays exemptés de ces sanctions, dont la Chine, l'Inde, le Japon, et ces 8 pays représentent 80%, en 2016, représentaient 80% des exportations de pétrole iranien. Donc concrètement, l'information de ces sanctions, financières américaines, eh bien, ont été surévaluées. Ça a été surévalué puisque voilà, au début, les marchés partaient du principe qu'il y allait avoir zéro tolérance, et c'est ce que Washington disait. Et au final, on a, pour pas dire 100%, on a peut-être 80-90% des exportations, enfin des pays, enfin des exportations qui devraient rester inchangées. Donc finalement, baisse de l'offre qui n'est plus réellement une baisse de l'offre. Donc c'est pour ça qu'on a un marché qui corrige la hausse des pétroles, puisque la hausse des pétroles depuis le printemps, ça a été en raison du retour des sanctions, enfin de l'annonce du retour des sanctions financières contre l'Iran à partir du 4 novembre. Donc pour le pétrole iranien, le dindon de la farce, c'est nous les Européens. Eh bien un petit peu, Barry. Voilà, les seuls pays, enfin pas les seuls, mais les Européens ne sont pas exemptés des sanctions financières. C'est-à-dire que si les Européens décident d'importer du pétrole iranien, eh bien Washington pourrait sanctionner l'Europe. Voilà. Et on a donc Washington qui annonce vendredi ou jeudi, je me souviens plus exactement, que l'Irak a le droit d'importer du gaz. Voilà. Parce que le gaz, oui, également, le gaz, il y a des sanctions pour le gaz iranien. Donc voilà, on parle du pétrole parce que voilà, la majorité des exportations de l'Iran c'est du pétrole, mais Washington a voilà mis des sanctions financières contre les énergies fossiles iraniennes. Donc l'Irak qui a été autorisé d'importer du gaz iranien. Donc, voilà, finalement, c'est un petit peu voilà, ces sanctions financières qui ont été annoncées par Washington ces derniers mois. Bien, finalement, c'était un petit peu grossi, voilà, par Washington, ce qui a fait remonter les cours. Et c'est probablement parce que les cours ont remonté de façon trop importante qu'on a Washington qui a peut-être adouci le ton. Parce que rappelez-vous, Trump, ça fait des mois qu'il se plaint que l'OPEP, enfin du gel de la production de l'OPEP, enfin, jusqu'en juin, puisque l'OPEP a arrêté son gel de la production en juin. Ça fait pendant un an, Trump a annoncé que ce que faisait l'OPEP n'était pas bien, voilà, geler la production, puisque les cours de pétrole montaient trop haut. Donc c'est peut-être finalement pour ça que on n'a pas des sanctions aussi importantes envers l'Iran, tout simplement parce que pour faire baisser les cours de pétrole. C'est une hypothèse. Je vous dis pas que c'est vrai, puisque pour un moment on le sait pas, mais ça peut être un scénario vraiment plausible. Voilà. Si par exemple on avait un baril à 50 $, est-ce que Washington aurait donné ces exemptions, aurait exempté ces 8 pays? La réponse, enfin la question est ouverte, vous voyez. La réponse, eh bien, ça peut être autant oui que non. Je ne sais pas si concrètement on aurait eu ces 8 pays exemptés si on avait un baril beaucoup plus bas. Bref, donc EuroGBP, plutôt que de jouer une paire de deux monnaies faibles, ne vaut-il pas mieux trader euro-dollar ou GBP USD? Eh bien Patrick, si. Alors ne vaut-il pas mieux? Il n'y a pas de forcément meilleure chose à faire,
mais c'est clair que l'euro-dollar et le GBP-USD seront beaucoup plus en tendance, puisqu'on a un dollar qui est fort, alors qu'on a un euro et une livre sterling qui sont pénalisés par leur situation macroéconomique et politique. Donc oui, l'euro-dollar et le GBP seront beaucoup plus en tendance. Mais pour la volatilité, le Brexit budget italien, la meilleure paire, ça semblerait être l'euro-GBP. L'euro pour le budget italien, le GBP pour le Brexit. Donc l'euro-GBP, ce qui est, on va dire, assez intéressant, c'est qu'on a une volatilité qui augmente. Et que là, ce matin et même depuis vendredi, on a des signaux haussiers. Vous voyez? Donc, c'est là où c'est intéressant l'euro-GBP. Je dis pas que c'est une paire la plus intéressante, mais là, on a le fameux squeeze, vous voyez, sur les bandes de Bollinger. Voilà, techniquement, là, on a des signaux bullish. On a des signaux bullish. Donc voilà, c'est pour ça que l'euro-GBP, je le trouve assez intéressant ce matin, parce que c'est pas une paire que j'ai l'habitude d'analyser, d'avoir des scénarios. L'USD-Yen sorti par le haut de ce canal, on a une divergence qui est en train de se former, regardez. Maintenant, ça ne veut pas dire on est dans une tendance haussière, donc une divergence baissière, c'est pas non plus un signal pour shorter, vous voyez. On peut avoir une correction de 100 pips et ensuite le rebond. L'USD-Yen, pour moi, il va tendre vers les sommets, c'est-à-dire 114,53. En tout cas, tant que l'USD-Yen, oui, se situe au-dessus de dans ce canal ou au-dessus, en clair, au-dessus de cette, regardez en journalier, voilà, en journée, on est dans le canal haussier. Tant qu'on est au-dessus, dans ce canal, la tendance reste haussière. Et donc, c'est les sommets à viser, puis, pourquoi pas, les 116. En stratégie de tendance, en tout cas, vous voyez qu'on a eu un signal qui a été donné jeudi, puisque le cours a clôturé au-dessus de la bande de Bollinger et au-dessus de la bande de Keltner. Donc, on a eu un signal positif. Donc, la porte reste ouverte à 115,46, voire 116, voire plus haut. Maintenant, il faut savoir qu'on a des obliques baissières de long terme. Vous voyez, ces deux obliques. Donc, on a celle-ci. Ça va être une oblique assez importante. Et on a une encore de plus long terme. Si on se met en hebdo, vous voyez, même en hebdo, on n'a pas assez. Il faut se mettre en mensuel. Regardez en mensuel, cette oblique. Donc là, on arrive proche de cette oblique. Donc voilà, à l'approche des 115, il va y avoir un nombre de résistances qui va s'accumuler. Donc là, je dirais que déjà, on va revenir au plus haut de l'année, qui ont été atteints, vous voyez, en octobre, au début octobre, vers 114 et quelques, même 115. Donc voilà, 115, c'est la prochaine résistance. On a 100 pips de hausse sur le USD-Yen. Ouais, donc hausse USD-Yen, concrètement, c'est boule dollar. Hein. Le DXY, quand on a un breakout de 52 semaines, donc d'un an, dès qu'on a un nouveau plus haut d'un an, le DXY, sur le DXY, c'est un puissant signal haussier. Donc DXY puissant signal haussier, c'est le dollar qui se paye. En stratégie de tendance, c'est le dollar qui se paye. Donc dollar, boule. En plus, regardez si on a la clôture comme ce qu'on a là, comme ce qu'on a aujourd'hui, ce matin. C'est la clôture comme cela. On a une clôture au-dessus de la bande de Bollinger et au-dessus de la bande de Keltner. Donc c'est deux signaux positifs en une seule journée, ce qui est un signal extrêmement bullish. Donc voilà, DXY bull face à l'euro ou face au GBP, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, donc l'euro dollar c'est bear, le GBP USD c'est bear. GBP retour au plus bas, vous voyez c'est vers 1,27 hein, concrètement, puisque c'est le plus bas d'août, c'est le plus bas d'octobre. Donc 1,27 objectif pour le GBP USD. Pour l'euro dollar, je pense qu'on peut venir chercher les 1,11 20 à peu près. Et en plus on a la clôture encore une fois sur le dollar comme le chandelier actuel, c'est-à-dire en dessous de la bande de Bollinger et en dessous de la bande de Keltner, on aura un signal négatif extrêmement intéressant. Voilà, donc baissier euro-dollar, baissier GBP-USD, haussier USD-Yen, mais voilà, il faut savoir que le Yen est quand même soutenu par la version pour risque, donc on a un momentum haussier sur le USD-Yen qui est moins important que le momentum baissier sur l'euro-dollar ou sur le GBP-USD. Demain, on a le gouvernement de Rome qui doit émettre sa nouvelle version du budget italien à la Commission européenne. Donc demain, attention à l'euro. Attention à l'euro. Et voilà. Le breakout de 52 semaines, ce n'est pas la philosophie de l'indicateur du canal de Donchian. Merci exactement Barry. Le canal de Donchian, c'est le plus haut ou le plus bas de X période. Donc si vous voulez avoir un plus haut de 52 semaines, visuellement, vous mettez le canal de Donchian 52
semaines, enfin 52 périodes sur un graphique hebdomadaire, et vous avez le plus haut, plus bas de l'année. Il y a deux, on va dire, chiffres importants psychologiquement, c'est plus haut, plus bas de 1 mois, donc de 20 séances, et plus haut, plus bas d'1 an. Ça, c'est des indications surveillées. On a même une stratégie trading qui faudrait la backtester d'ailleurs. Dès qu'on a un breakout d'1 mois, à la hausse ou à la baisse, on a un signal d'entrée. C'est-à-dire que quand on a un prix de clôture qui est au-dessus du plus haut d'un mois ou du plus bas d'un mois, on a un signal qui est soit bullish, soit bearish. C'est un signal pour entrer dans le marché. C'est une stratégie de tendance. Voilà, donc oui, c'est la philosophie de l'indicateur du canal de Dongshan. Exactement. Et donc voilà, donc le DAX qui baisse, hein, j'ai eu un message DAX qui baisse de 100 pips, de 100 points, pardon. Non, 100 pips ou 100 points, je ne sais plus. Alors, quelqu'un m'a dit cela. Alors, on va regarder ça. 1 heure. Alors, on a une forte baisse sur le DAX. Forte baisse. Alors, il y a dû avoir une annonce, je pense. Il y a dû avoir une annonce. Bon, rappelez-vous hein, ce que j'ai dit au début du webinaire, c'est-à-dire que l'EV bottom sur les marchés indices est extrêmement rare. Le S&P ne va pas remonter à ses sommets aussi rapidement qu'il les a quittés. Donc, faut s'attendre. Regardez, comme l'heure du flash crash, vous voyez, ça a été pas compliqué, mais ça a été normal que le S&P fluctue et du mal à revenir à ses sommets. Il a fallu finalement plus de 3 fois plus de temps. Regardez, là on a une baisse qui a duré 29 unités, donc 1 mois. Et pour revenir au sommet, ça a pris 6 mois. Donc baisse d'1 mois et une correction de cette baisse qui a duré 6 mois. Donc je ne dis pas qu'il va falloir 6 mois pour revenir au sommet, mais ça vous donne un petit peu une idée de cette comment dire, de cette réaction du marché qui est totalement normale. Dès qu'on a une chute importante, donc on a un marché qui devient plus volatile, même les hausses, mais on n'a pas un retracement de cette baisse qui est aussi rapide que la vitesse dont nous avons quitté ces sommets. Donc voilà, il va falloir s'attendre, vous voyez, à quelque chose comme cela. Vous voyez, une belle hausse, là on a vu la belle hausse, on a peut-être une baisse qui va nous attendre, une baisse de 5%, vous voyez, plus haut, plus bas, on a 5% de baisse. Ensuite, on a repris 5%, on a perdu 10%, et ensuite, on a le nouveau bull market. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'on ait un retour à 3000, enfin, qu'on ait un retour, oui, même un test des 3000 points aussi rapidement qu'on a quitté les anciens sommets. Donc là, on peut très bien enfoncer ce gap et revenir à 2709. 2709, c'est le support swing trading. Je pense que c'est un support qui se paye en swing. Si on a un retour à ce niveau de prix, ça peut être intéressant pour passer à l'achat. Ça serait une baisse de plus de 3% par rapport au récent sommet. Donc, ce qui est pas mal, ce qui est une bonne respiration. Et donc, c'est pareil. C'est-à-dire que ce scénario que je viens de vous dire, il est valable également pour le DAX. Il est également valable pour le DAX ou le CAC, etc. Donc là, on a une baisse. Le support du jeudi 11 octobre, qui est à 11 400, c'est le support en swing qui peut se payer. Bien évidemment si on a des signaux haussiers. C'est pas parce qu'on a un prix sur support qu'il faut immédiatement payer le support, vous voyez. Mais donc 11 400, c'est le support en swing trading à s'intéresser. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, je n'ai rien d'autre à rajouter. Journée qui va être de transition, qui va dépendre des annonces inattendues. Donc, puisque c'est inattendu, on ne peut pas le prévoir. Donc voilà, journée de transition. Demain, on a l'indice allemand, on a le budget italien, donc un focus sur l'Europe particulièrement important. Et bien écoutez, donc ça sera tout. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une émission pédagogique sur un indicateur Supertrend. Si ce n'est pas le cas, je serais intéressé par une émission sur cet indicateur de la part de Barry. Alors non, je n'ai pas fait de webinaire sur le Supertrend. Alors, mercredi, c'est moi qui présente le webinaire éducatif. Il me semble. Non, attendez, que je ne dise pas de bêtises, je l'ai fait la semaine dernière, donc je ne pense pas que ce soit à moi. Alors, si c'est à moi, de toute façon, je prévois de faire un webinaire sur les paraboliques SAR, puisque j'ai déjà
une auditrice de ce webinaire qui m'a demandé de faire un webinaire éducatif sur ce sujet il y a de cela peut-être un mois. Et ensuite, écoutez, je préparerai le super trend Barry, puisque vous m'avez demandé. Donc voilà, si vous avez des sujets éducatifs, n'hésitez pas à me demander. Et donc voilà. Oui, voilà, Raymond, c'est vous qui m'avez demandé Parabolic SAR il y a de cela un mois par email. Et donc j'ai préparé un support PowerPoint, etc. Donc voilà, je vous le présenterai lors de mon prochain webinaire éducatif. Je ne sais pas si c'est mercredi ou la semaine prochaine. Je vais voir ça avec mon collègue Guav Nizar. Il me semble que c'est moi qui ai fait le dernier webinaire éducatif sur le VIX la semaine dernière. Donc normalement, ça devrait être Yoav qui devrait faire le webinaire éducatif de mercredi. Et donc moi, je ferai Parabolic SAR la semaine prochaine. De toute façon, les webinaires éducatifs sont dorénavant tous disponibles sur YouTube. Voilà. Et on va vous présenter du contenu unique à chaque webinaire éducatif. Parce que parfois, ça a été répétitif. On a fait plusieurs sessions sur un même indicateur. À partir de maintenant, ça va être du contenu unique pour chaque webinaire éducatif selon vos demandes avec un support et sera toujours disponible, enfin la plupart du temps en tout cas, disponible sur YouTube. Voilà. Donc pour ceux qui ne pourront pas être présents, sachez que le webinaire éducatif sera disponible sur YouTube. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube de DailyFX, il y a tous les webinaires qui sont disponibles en replay sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, excusez-moi. Au niveau du contenu éducatif, il y a des centaines de vidéos éducatives. Donc voilà. Ça fait, vous savez, DailyFX France, ça existe depuis alors j'ai pas il me semble que ça existe depuis 2011. Donc il y a énormément de contenu sur la chaîne DailyFX. Donc voilà. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Beaucoup d'analyses sont publiées, qui sont passées par des FX, ont publié des vidéos, sans citer des noms. De toute façon, vous connaissez un petit peu tout le monde. Donc voilà, il y a énormément de contenu sur la chaîne DailyFX, autant en profiter. Oui, beaucoup se mettent au training, se mettent à utiliser le super trend. C'est vrai. Moi, le super trend, c'est pas un indicateur que j'apprécie énormément. Alors, Barry, si vous avez si vous avez des choses intéressantes à partager à la communauté, eh bien, écoutez, au niveau du super trend, vous pouvez m'envoyer un mail et pour que je l'inclue dans mon support, dans mon PowerPoint. Comme ça, moi, je fais mes recherches avec aussi vous. Si vous êtes un spécialiste du super trend, moi personnellement, je ne suis pas un spécialiste du super trend. Je l'ai utilisé, mais honnêtement, j'ai pas trouvé cet indicateur très utile pour ma part. Après, voilà, tous les indicateurs pour moi sont des indicateurs. Et voilà, il y en a qui apprécient super trend, c'est que c'est assez connu, c'est assez utilisé. Je me suis pas vraiment posé sur cet indicateur. Donc, si vous êtes expert du Supertrend, honnêtement, envoyez-moi vos informations ou participez au webinaire éducatif en tout cas. Comme ça, vous pourrez partager votre expérience sur le Supertrend. Ça permettra de faire profiter toute la communauté de trading. Voilà, donc mon email, vous connaissez, c'est valentin.enfrand@ig.com. Donc n'hésitez pas à me contacter, que ce soit vous, Barry, que ce soit n'importe qui d'autre. Si vous avez des sujets éducatifs sur lesquels vous voulez que je prépare un support, moi ou Yoav, eh bien n'hésitez pas. Et voilà, et nous le ferons le plus rapidement possible. Un avis sur le FTSE, avez-vous contact avec des traders de la City sur les tendances? Alors des contacts, ça dépend ce que vous voulez dire par là. Enfin, je veux dire des contacts, oui. Maintenant, est-ce que j'ai des informations sur les positions de personnes qui travaillent par exemple à JP Morgan? La réponse est non. Voilà. Évidemment, c'est des informations confidentielles. Donc voilà. Alors le FTSE, c'est vrai que le FTSE, je le regarde pas énormément. Le FTSE, ça ressemble plus au CAC qu'au DAX. Hein. Si vous regardez un petit peu depuis cette année, en 2018, ça ressemble beaucoup plus au CAC 40. Hein. Si vous tradez le CAC 40, vous pouvez trader le FTSE. Hein. C'est un petit peu la même chose. Enfin, c'est un petit peu les mêmes seuils. Donc, FTSE, le plus bas du 17 octobre, je vous le fais voir. Alors, je vais enlever tout ça. Voilà, plus bas du 17 octobre, vous voyez, c'est ce plus bas là, 11 octobre, pardon. Le FTSE, ça a été le 11 octobre, 6922. On a 6922, on a un support intermédiaire à 7026 et on a une résistance à 7200. Donc voilà, 7026 premier support, mais je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus bas. Je pense qu'on peut aller chercher 6922 si le S&P baisse jusqu'à 2709. Vous voyez, si on a une baisse jusqu'à 2709, je pense que le FTSE a des chances de revenir à 6922 points. Auquel cas, ça serait intéressant pour chercher à se positionner à l'achat.
En 4 heures, pas de signaux bullish. En horaire, non plus, on a eu un gap haussier, mais vous voyez qu'on est en correction de ce gap sur la première heure de cotation. Donc c'est assez négatif comme information. Et donc là, dans la semaine, on irait peut-être chercher les 7026. Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à un V-bottom, que ce soit sur les marchés américains ou encore moins les marchés européens. Voilà, encore moins les marchés européens. Donc vous voyez ces sommets-là, on ne va pas venir les rechercher aussi rapidement qu'on les a quittés. Voilà, donc là, c'est retour à 7026, 7050. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je souhaite une excellente journée. Alors oui, si on revient sur 7000, on a un même risque de baisse si bad news sur Brexit vu la tendance moyen terme, c'est pas évident. Oui, exactement, c'est pas évident. On est dans un contexte assez incertain. Les indices, c'est plus que domestique, c'est assez international. C'est-à-dire que bon, on a le FTSE, c'est le Royaume-Uni, on a le CAC, c'est la France, etc., etc. Mais globalement, si on superpose les indices, c'est presque tous les mêmes, hein. Après, on a une volatilité qui est un peu différente, on a des caractéristiques un petit peu différentes, puisqu'on a, ça dépend des compositions. Par exemple, le CAC, les secteurs les plus présents dans le CAC 40, c'est quoi? C'est secteur pétrolier, secteur bancaire et secteur du luxe. Donc forcément, les taux d'intérêt et les cours de pétrole ont un poids beaucoup plus important sur le CAC que sur le DAX. Alors que si on cherche des valeurs industrielles, si par exemple on a une guerre commerciale entre l'Union européenne et un autre pays, le DAX va être énormément impacté, puisque l'Allemagne, et vous savez le DAX, eh bien, a des valeurs industrielles et enfin, c'est l'un des secteurs les plus importants. Et c'est pour ça que le DAX sous-performe. Sous-performe le CAC, le FTSE, l'Eurostock 50. Tout simplement parce qu'on a des incertitudes, on a une potentielle des tensions commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis, et on pourrait avoir un début de guerre. Enfin, c'est pas impossible qu'on ait les États-Unis, Washington, qui déclare une guerre commerciale avec l'Union européenne. On n'a pas eu d'accord. Hein. On n'a pas eu d'accord entre Washington et Bruxelles sur le plan commercial en juillet. Rappelez-vous, lorsqu'on avait eu des tensions, lorsque Donald Trump avait émis la possibilité de taxer les voitures européennes. Voilà. Donc c'est pour ça que le DAX sous-performe. Mais concrètement, si vous superposez sur du moyen ou long terme, DAX, FTSE, CAC 40, c'est pareil. On a juste une volatilité qui est différente. Il faut savoir que le DAX, il y a les dividendes qui sont réinvestis dans le prix, ce qui n'est pas le cas pour le CAC ou le FTSE. FTSE 100, regardez. FTSE 100 sur un an. On le superpose avec le CAC 40 et avec le DAX. Vous voyez, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc il y a juste les niveaux qui changent. Et la volatilité. Mais globalement, si on a le FTSE, enfin, si on a l'un des indices dans le vert, on a des fortes chances que tous les autres sont dans le vert. Ils réagissent de façon similaire. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention, merci pour votre présence. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché. Et en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site DailyFX pour davantage d'actualités.